J'étais au supermarché avec mon fils quand la caissière m'a regardé surprise et a dit à nouveau « Monsieur Dubois, c'est la troisième fois aujourd'hui ». J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'était ma première fois dans cet endroit. Je venais d'arriver de Marseille pour rendre visite à mon fils à Paris. Avant que je puisse répondre, j'ai vu l'expression sur le visage de mon fils. C'était de la terreur pure. Ses yeux se sont écarquillés. La sueur a commencé à perler sur son front, et d'une voix tremblante, il m'a attrapé le bras et a dit « Papa, on doit partir maintenant ». À ce moment-là, je ne comprenais rien. Pourquoi la caissière pensait-elle me connaître? Pourquoi mon fils semblait-il si désespéré? Mais quand nous sommes arrivés à la voiture et que j'ai vu ce qui était sur le siège arrière couvert d'une couverture, mon cœur s'est arrêté. Mon monde entier s'est effondré en un instant. Ce que j'ai découvert ce jour-là sur mon propre fils m'a détruit d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. La trahison ne venait pas d'un étranger, elle venait de la personne pour qui j'avais sacrifié toute ma vie. Et le pire, c'est que je ne faisais que commencer à découvrir jusqu'où allait sa tromperie. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez de quelle ville vous regardez pour que je sache jusqu'où mon histoire est arrivée. Quand nous avons quitté le supermarché, mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas attacher ma ceinture de sécurité. Mon fils conduisait en silence, mâchoire serrée, mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient de blanches. Je n'osais pas demander. Une partie de moi ne voulait pas savoir, mais une autre partie, la partie qui avait élevé cet homme, qui avait soigné ses genoux écorchés, qui avait travaillé en double équipe pour payer ses études, cette partie avait besoin de réponses. Je m'appelle Robert Dubois, j'ai 68 ans. Je suis né à Marseille et j'ai passé 40 ans à travailler comme électricien, d'abord pour une entreprise, puis en gérant ma propre petite affaire. Ma femme, Marie, est décédée il y a 12 ans d'un cancer. C'était soudain, dévastateur. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul avec 3 enfants à charge. Michel, mon fils aîné, avait 23 ans quand sa mère est morte. Il étudiait le commerce. Il avait toujours été le plus ambitieux de mes enfants. Puis venait Monique, 20 ans, qui étudiait les soins infirmiers, et le plus jeune, Thomas, n'avait que 17 ans. Quand Marie est morte, elle a laissé des dettes, beaucoup de dettes. Elle avait essayé de lancer une petite entreprise de traiteur qui avait échoué. Elle m'a laissé avec un crédit immobilier à payer, des prêts en cours et 3 enfants qui dépendaient de moi. Je n'ai pas eu le temps de pleurer correctement ma femme. Je devais me lever et travailler. J'ai pris un second emploi en faisant de l'entretien le matin. De 5 heures à 8 heures, je travaillais dans 2 résidences. Ensuite, je retournais à mon travail d'électricien jusqu'à 23 heures. Je dormais 5 heures si j'avais de la chance. Mes mains sont devenues calleuses et cicatrisées. Certaines nuits, mon dos me faisait tellement mal que je ne pouvais pas sortir du lit, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Michel était ma fierté. Il avait toujours été un garçon brillant, responsable. Quand sa mère est morte, il m'a promis qu'il finirait ses études et qu'il me donnerait une vie meilleure. Il l'a juré sur la tombe de Marie, et je l'ai cru. J'ai travaillé encore plus dur pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. J'ai vendu les quelques objets de valeur que j'avais, y compris mon alliance. Michel ne le savait pas. Je ne voulais jamais qu'il porte cette culpabilité. Quand il a obtenu son diplôme, il a trouvé un emploi dans une multinationale. 2 ans plus tard, ils lui ont proposé une mutation à Paris. C'était sa grande opportunité. Je me souviens du jour où il me l'a dit. Ses yeux brillaient d'excitation. Il m'a dit que dans quelques années, il me ferait venir vivre avec lui, qu'il m'achèterait une maison, que je pourrais enfin me reposer. Il a promis cela devant ses frères et sœurs, devant toute la famille, lors d'un dîner que nous avions organisé pour célébrer. J'ai pleuré de bonheur ce soir-là. Tout le sacrifice en avait valu la peine. Michel est parti à Paris il y a 6 ans. Au début, il appelait souvent, envoyait de l'argent chaque mois. Pas beaucoup, mais quelque chose. Il me parlait de son appartement, de son travail, à quel point les choses allaient bien. Après 2 ans, il a rencontré une femme. Elle s'appelait Valérie. Elle était de Lyon, travaillait dans la même entreprise.
Je ne l'ai jamais aimé pour être honnête. Je l'ai rencontré quelquefois par appel vidéo. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de froid, calculateur. Mais Michel était amoureux, et je voulais que mon fils soit heureux. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie à Paris. Je n'ai pas pu y aller, car j'avais des problèmes de santé à l'époque, et le voyage était épuisant. Ça m'a fait mal de ne pas être là, mais Michel a promis qu'il me ferait venir bientôt en visite. Après le mariage, les appels sont devenus moins fréquents. Une fois par mois, si j'avais de la chance. L'argent qu'il m'envoyait a également diminué jusqu'à ce qu'il cesse complètement d'en envoyer. Quand je demandais, il avait toujours une excuse. Ils économisaient pour une maison, Valérie avait quitté son emploi pour faire un master, le coût de la vie à Paris était très élevé. Je comprenais, ou du moins j'essayais de comprendre. Pendant ce temps, je continuais à travailler à mon âge, avec des mains qui s'affaiblissaient, avec un dos qui me faisait tellement mal qu'il y avait des nuits où je ne pouvais pas sortir du lit. Monique, ma fille, m'aidait quand elle le pouvait, mais elle avait sa propre famille, et Thomas essayait de s'établir au travail. Je ne voulais pas être un fardeau pour eux. Il y a 3 mois, Michel m'a appelé. C'était une surprise, car presque 2 mois s'étaient écoulés sans nouvelles. Il semblait étrange, distant. Il m'a dit que Valérie était enceinte, qu'ils allaient avoir un bébé. J'aurais dû ressentir une joie pure. J'allais être grand-père pour la première fois de l'enfant de Michel. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. J'ai demandé si tout allait bien. Il a dit oui, qu'il était juste stressé par le travail. Puis, presque comme si cela lui était venu soudainement, il a dit « Papa, pourquoi ne viendrais-tu pas nous rendre visite? Ça fait trop longtemps que tu n'as pas vu où nous vivons. » Mon cœur a bondi. Après 6 ans, j'allais enfin voir mon fils, rencontrer ma belle-fille en personne, voir de mes propres yeux la vie qu'il avait construite. Thomas m'a aidé avec le billet. Michel a envoyé de l'argent pour le train. C'était la première fois en années qu'il m'envoyait quoi que ce soit. J'aurais dû voir cela comme un signe d'avertissement, mais j'étais tellement excité que je n'ai pas réfléchi clairement. Je suis arrivé à Paris un vendredi après-midi. Michel m'a cherché à la gare de Lyon. Quand je l'ai vu, je l'ai presque pas reconnu. Il avait pris du poids, il avait de profondes cernes sous les yeux, il paraissait plus vieux que ses 35 ans. Mais je l'ai serré dans mes bras avec toute la force que mes bras fatigués pouvaient donner. Mon garçon, mon fils aîné, il m'avait tellement manqué, l'étreinte qu'il m'a rendue était brève, presque inconfortable. Dans le métro, j'ai essayé de faire la conversation. J'ai demandé des nouvelles de Valérie, du bébé, du travail. Ses réponses étaient courtes, évasives. Il gardait les yeux fixés sur son téléphone. Nous sommes arrivés à son appartement. C'était un immeuble correct, dans ce qui semblait être un quartier tranquille, près de Montrouge. Nous sommes montés au 3e étage. Quand il a ouvert la porte, Valérie était là. Son ventre était déjà assez visible. Elle m'a salué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Polie, froide, mais très froide. L'appartement était plus petit que je ne l'avais imaginé. 2 chambres, un salon salle à manger, une cuisine étroite, mais c'était bien décoré, propre. Ils m'ont montré la chambre d'amis où je resterais. C'était petit, avec un lit simple et une armoire. Ils m'ont dit que je pouvais rester 2 semaines, qu'après cela, ils avaient des engagements et auraient besoin de l'espace. 2 semaines. Après 6 ans sans se voir, ils me donnaient 2 semaines. J'ai avalé ma déception et j'ai souri. Au moins j'étais avec mon fils. Ce premier soir, j'ai préparé le dîner. J'ai insisté. Je voulais faire quelque chose pour eux. J'ai fait un bœuf bourguignon, le plat préféré de Michel depuis l'enfance. J'ai passé tout l'après-midi dans cette petite cuisine. Valérie me regardait du salon avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Quand j'ai servi le dîner, Michel y a à peine touché. Il a dit qu'il n'aimait plus autant le bœuf bourguignon, que son estomac ne tolérait plus les aliments aussi lourds. Valérie n'a même pas essayé. Elle a dit que l'odeur lui donnait la nausée à cause de la grossesse. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans mon lit simple. Quelque chose n'allait pas, très mal, mais je ne savais toujours pas quoi. Les jours suivants ont été étranges.
Michel partait tôt au travail et rentrait tard. Valérie passait du temps dans la chambre ou sortait avec des amis. J'étais seul dans l'appartement la plupart de la journée. Je nettoyais, cuisinais, essayais d'être utile. Un après-midi, en nettoyant le salon, j'ai trouvé une pile d'enveloppes dans un tiroir. C'étaient des factures à payer, des piles de factures, des cartes de crédit avec des soldes énormes, des milliers et des milliers d'euros de dettes, des factures médicales, un avis d'expulsion datant de 2 mois. Mon cœur a commencé à battre vite. Cela expliquait beaucoup. C'est pourquoi Michel avait cessé de m'envoyer de l'argent. C'est pourquoi ils semblaient si stressés. Ils avaient de graves problèmes financiers. Ce soir-là, quand Michel est arrivé, je lui ai fait une tisane à la camomille, comme quand il était enfant, et j'ai doucement demandé si tout allait bien avec l'argent. Il est devenu pâle, puis furieux. Il m'a dit de ne pas toucher à ses affaires, que c'étaient des questions privées. Il ne m'avait jamais parlé de cette façon. Mon Michel, qui avait toujours été respectueux, me criait dessus. Valérie est sortie de la chambre et s'est mise à ses côtés. Elle m'a dit que j'étais indiscret, que je n'avais pas le droit de fouiller dans leurs affaires. Je me suis senti si petit à ce moment-là, si vieux, si déplacé. Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer dans la chambre. Les murs étaient minces. Valérie disait quelque chose à propos d'argent, d'un plan. Michel semblait angoissé. Je ne pouvais pas tout entendre, mais j'ai entendu mon nom plusieurs fois. J'ai décidé que le lendemain je parlerais à Michel calmement, de père à fils. J'offrirais de l'aide. J'avais quelques économies, pas beaucoup, mais quelque chose. J'avais vendu mes vieux outils électriques à un collectionneur et j'avais économisé cet argent pour les urgences. C'était pour mon avenir, pour quand je ne pourrais plus travailler. Mais Michel était mon fils. S'il avait des problèmes, je l'aiderais comme je l'avais toujours fait. Le lendemain était samedi. Michel a dit qu'il devait aller au supermarché, acheter des choses pour la semaine. Il m'a demandé de venir avec lui. J'ai trouvé cela étrange, car c'était toujours Valérie qui faisait les courses, mais j'étais heureux de passer du temps avec lui. Dans la voiture, j'ai essayé de faire la conversation. J'ai raconté des histoires de quand il était enfant, essayant de me connecter avec lui, de retrouver mon fils derrière cet homme stressé et distant. Il répondait à peine. Nous sommes arrivés au supermarché. C'était un grand magasin Carrefour, un de ceux qui ont tout. Michel m'a donné un caddie et nous avons commencé à parcourir les allées. J'ai remarqué qu'il était nerveux, transpirant, même si la climatisation était forte. Il vérifiait constamment son téléphone, attrapait des produits sur l'étagère et les mettait dans le caddie, presque sans regarder ce qu'ils étaient. Quand nous sommes arrivés à la caisse, il y avait un jeune gars, peut-être environ 20 ans. Il a commencé à scanner les produits, puis m'a regardé et a dit avec un sourire amical « Encore vous, monsieur Dubois, c'est la 3e fois aujourd'hui. » Le temps s'est arrêté. Mon cerveau essayait de traiter ce que je venais d'entendre. 3e fois, je venais d'arriver là. C'était ma première fois dans ce supermarché. C'était ma première fois dans ce quartier. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai senti la main de Michel serrer mon bras fort. Je l'ai regardé, et ce que j'ai vu sur son visage m'a terrifié. Panique pure. Ses yeux étaient exorbités. Son visage avait perdu toute couleur. Il m'a serré plus fort et a dit entre ses dents « Papa, on part maintenant !» Le caissier a remarqué que quelque chose se passait. Son sourire a disparu. « Vous allez bien, monsieur ?» Michel poussait déjà le caddie loin de la caisse. « On s'est trompé de magasin. On s'en va. » Il m'a tiré par le bras, me traînant presque vers la sortie. Nous avons laissé le caddie plein là. Les gens nous regardaient. Le caissier nous appelait, confus. Nous avons presque couru jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, Michel a démarré si vite que les pneus ont crissé. Ses mains tremblaient sur le volant. J'étais sous le choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, j'ai trouvé ma voie. « Michel, qu'est-ce que c'était? Pourquoi ce type m'a appelé Monsieur Dubois? Pourquoi a-t-il dit que c'était ma 3e fois là-bas ?» Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur la route, mâchoire serrée. « Michel, réponds-moi, tu me fais peur. » Silence. J'ai regardé le siège arrière, cherchant une explication, n'importe quoi qui m'aiderait à comprendre.
C'est alors que je l'ai vu. Une couverture pliée, mais en dessous apparaissait quelque chose. Un sac. Un sac du même supermarché que nous venions de fuir. Avec des mains tremblantes, j'ai tendu la main en arrière et j'ai soulevé la couverture. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un sac. Il y avait 3 sacs pleins de produits. Nourriture, articles de toilette, produits pour bébé, tous avec des étiquettes de prix. Rien n'avait été payé. Mon Dieu! Le murmure est sorti de ma bouche sans que je puisse le contrôler. Michel a freiné si fort que j'ai été projeté en avant. Dieu merci, je portais ma ceinture de sécurité. Il a garé la voiture sur le côté de la route et est resté assis là avec ses mains sur le volant, respirant fortement. J'ai regardé les sacs, puis mon fils, puis les sacs à nouveau. Mon esprit refusait d'accepter ce qui était si évident. Michel, ma voix est sortie brisée. Qu'est-ce que c'est? Silence. Michel, s'il te plaît. Finalement, il s'est tourné vers moi. Il avait des larmes dans les yeux, des larmes de frustration, de honte, de colère. C'est de la nourriture, papa. C'est de la nourriture pour nous, pour Valérie, pour le bébé qui arrive. J'ai senti le monde bouger sous mes pieds. Mais ces sacs ne sont pas payés. Tu les as volés. Dire ces mots m'a fait physiquement mal. Depuis combien de temps fais-tu cela? Il a essuyé ses larmes avec colère. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, papa? Hein? Ils vont nous expulser le mois prochain. Je dois 4 mois de loyer. Les cartes de crédit sont au maximum. Valérie ne peut pas travailler à cause de la grossesse à haut risque. Mon salaire couvre à peine les frais médicaux. Tu voulais qu'on laisse le bébé mourir de faim? Je ne pouvais pas respirer. C'était comme si quelqu'un serrait ma poitrine avec les 2 mains. Ce ne pouvait pas être mon Michel, mon fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs, avec des principes, qui allait à l'église avec moi chaque dimanche, qui avait promis de prendre soin de moi dans ma vieillesse. Michel, c'est du vol, c'est un crime, tu pourrais aller en prison. Il a ri, un rire amer, sans humour. Et qu'est-ce que tu suggères, papa? Que je retourne à Marseille en échec? Que j'admette que je n'ai pas réussi ici? Que tout le sacrifice que tu as fait était en vain? Ces mots étaient comme des couteaux. Chacun se plantait dans mon cœur. Je préférerais que tu reviennes en échec, mais honnête plutôt que de finir en prison, mon fils. Ce n'est pas bien, et tu le sais. Il s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue. Il y avait de la dureté dans ses yeux, du ressentiment. Honnête comme maman, elle était honnête, a essayé de faire les choses bien, et tu sais où elle a fini? Morte de stress à 50 ans, nous laissant une montagne de dettes. Je ne vais pas être comme elle. Ces mots ont fait plus mal que n'importe quel coup physique. Ne parle pas de ta mère comme ça. Ma voix tremblait. Elle a fait de son mieux. Elle nous aimait. Eh bien, son amour n'a pas payé les factures, n'est-ce pas? C'est toi qui as dû te tuer au travail, toi avec tes mains détruites, ton dos cassé. Elle nous a laissés en ruine. Les larmes coulaient sur mes joues. Michel, s'il te plaît, ce n'est pas la faute de ta mère, et voler n'est pas la solution. Il y a d'autres options. Nous pouvons chercher de l'aide, parler aux services sociaux. Tu peux quoi, papa? Il m'a interrompu. Nous envoyer de l'argent? Avec quoi? Avec ta misérable retraite? Avec ce que tu gagnes en faisant de l'électricité? Chaque mot était comme du poison. J'ai des économies, ce n'est pas beaucoup, mais son expression a changé, s'est illuminée. Une lueur avide est apparue dans ses yeux qui m'a fait instinctivement reculer sur mon siège. Des économies? Combien? La façon dont il a demandé m'a donné des frissons. Il ne ressemblait pas à mon fils demandant à son père. Il ressemblait à un étranger calculant une opportunité. Michel, combien, papa? Il a insisté. Sa voix était plus dure. J'ai vendu mes vieux outils et j'ai économisé quelque chose chaque mois. J'ai environ 20 000 €. Je l'ai vu faire le calcul dans sa tête. Ça nous aiderait, nous donnerait du temps, pourrait payer 2 mois de loyer, acheter ce dont nous avons besoin pour le bébé. Mon estomac s'est retourné. Il ne demandait pas. Il supposait, comme si mon argent, l'argent que j'avais économisé en travaillant jusqu'à ce que mes mains saignent, lui appartenait automatiquement.
Michel, cet argent est pour mon avenir, pour quand je ne pourrai plus travailler, pour les urgences médicales. J'ai 68 ans. Et je suis ton fils. Ton petit-fils est en route. Tu ne veux pas aider ta famille. Il y avait quelque chose de manipulateur dans la façon dont il a dit cela, comme si mon refus ferait de moi un mauvais père, un mauvais grand-père. Mais quelque chose en moi, un instinct qui avait dormi, a commencé à se réveiller. Bien sûr que je veux aider, mais pas comme ça. Pas pour que tu continues à voler, pas pour colmater un problème qui est plus grand que quelques mois de loyer. Son visage s'est durci. Alors tu ne comprends rien. Il a redémarré la voiture et nous avons fait le reste du trajet en silence. Un silence dense, lourd, plein de choses non dites. Le texte continue avec tous les éléments culturels adaptés à la France, incluant les appels à s'abonner à Les Conseils de Papy, liker et commenter de quelle ville il regarde, tout en maintenant l'essence émotionnelle de l'histoire. Commentez ci-dessous ce que vous feriez. Commentez de quelle ville vous regardez. Faites-moi savoir si mon histoire a résonné en vous, car ces leçons doivent être partagées pour que d'autres pères sachent qu'ils ne sont pas seuls. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires sur la vie, la famille et les leçons qui nous façonnent. Votre soutien aide ces messages importants à atteindre plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Je suis Robert Dubois. J'ai 71 ans et c'est mon histoire de trahison, de limite, de pardon et de renaissance. S'aimer soi-même n'est pas égoïste, c'est de la sagesse, et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, Valérie attendait. Elle a regardé les sacs que Michel sortait de la voiture et a souri. Elle l'a aidé à les porter à l'intérieur. Je suivais dans un état de choc. Je les ai regardés ranger les produits volés comme si de rien n'était, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Valérie a remarqué mon expression. « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Dubois? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air pâle. » Même la façon dont elle disait mon nom sonnait faux. J'ai besoin de m'allonger. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le lit et j'ai essayé de tout traiter. Mon fils était un voleur. Il volait. Qui sait depuis combien de temps? Et sa femme le savait, le soutenait. Qu'est-ce que je ne savais pas d'autre? Qu'est-ce qu'il me cachait d'autre? Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir quand j'ai entendu Michel et Valérie parler dans le salon. Leur voix venait étouffée à travers la porte. Je me suis levé silencieusement et j'ai ouvert juste une fente. « Ton père sait. » C'était la voix de Valérie, tendue. « Je sais. Cet idiot de caissier m'a confondu avec lui. » Michel semblait frustré. « Tu penses qu'il va dire quelque chose? Non, c'est mon père. Il ne me dénoncera pas à la police, mais il pourrait me juger, il pourrait refuser de donner l'argent. » Silence. Il faut le convaincre. Lui faire voir que c'est pour le bien du bébé. C'est un de ces pères qui feraient n'importe quoi pour leurs enfants. La façon dont Valérie a dit cela, avec ce ton calculateur, m'a retourné l'estomac. Je ne sais pas, Valérie. Quand je lui ai demandé l'argent dans la voiture, il est devenu bizarre. Je pense qu'il est contrarié. Eh bien, il devra s'en remettre. Nous avons besoin de cet argent. Et s'il a 20 000 € d'économie, il en a probablement plus. Les vieux cachent toujours de l'argent. Mon père n'est pas comme ça. Tout le monde est comme ça, Michel. Et s'il ne veut pas aider son propre fils, son petit-fils, alors quel genre de père est-il? J'ai senti la colère bouillir en moi. Cette femme parlait de moi comme si j'étais une banque qu'il pouvait cambrioler. « Donne-lui quelques jours. » Valérie a continué. « Fais-lui sentir coupable. Rappelle-lui tout ce qu'il a sacrifié pour toi. Comment maintenant c'est ton tour de te battre et qu'il peut tout faciliter. Ça marche toujours. La culpabilité paternelle est très puissante. » Michel n'a pas répondu immédiatement. Je voulais croire qu'il était mal à l'aise avec la suggestion de sa femme. Je voulais croire que quelque chose de mon fils, du bonhomme que j'avais élevé, existait encore là. « D'accord, » il a dit finalement. «
Je vais essayer. Mon cœur s'est brisé. J'ai fermé la porte silencieusement et je suis entré dans le lit. J'ai pleuré dans ce petit lit, dans cette chambre qui n'était pas la mienne, dans une ville étrangère, me sentant plus seul que jamais. Même quand Marie est morte, au moins à ce moment-là j'avais mes enfants, j'avais Michel. Maintenant, je réalisais que je ne l'avais peut-être jamais vraiment eu. Les jours suivants ont été une performance douloureuse. Michel a commencé sa campagne de manipulation, exactement comme Valérie l'avait suggéré. Il m'apportait du café le matin, demandait comment j'avais dormi, me racontait des histoires sur le bébé, sur comment il voulait être un bon père, meilleur que le sien. Ce commentaire m'a fait mal, mais je n'ai rien dit. Il me disait à quel point c'était difficile de vivre à Paris, comment tout était plus cher qu'il ne l'avait imaginé, comment Valérie avait des complications dans sa grossesse et l'assurance ne couvrait pas tout, comment il se sentait comme un échec. Et moi, qu'il connaissait depuis avant sa naissance, je pouvais voir chaque mot calculé, chaque pause stratégique. Valérie participait aussi à l'acte. Soudain, elle était douce avec moi. Elle me demandait conseil sur la grossesse, sur comment j'avais élevé mes enfants. Elle me montrait des photos de la chambre de bébé qu'il voulait aménager. Elle me montrait des vêtements de bébé en ligne, commentant à quel point ils étaient chers. C'était tout un jeu, une manipulation, et il pensait que j'étais si naïf, si désespéré d'être nécessaire, que je tomberais dans le piège. Une partie de moi voulait les confronter, leur dire que j'avais tout entendu. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à survivre en faisant de l'entretien, la partie qui avait négocié avec les créanciers après la mort de Marie, cette partie savait que j'avais besoin de plus d'informations avant d'agir. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les deux sortis, j'ai décidé d'enquêter. J'ai fouillé l'appartement plus soigneusement. Dans le placard de leur chambre, derrière des boîtes, j'ai trouvé plus de sacs de supermarché. Plus de produits volés. Il y avait assez de nourriture là pour des mois. Ce n'était pas de la survie, c'était une habitude. Dans un tiroir de la commode de Valérie, j'ai trouvé autre chose. Des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets, colliers. Tous avec encore les étiquettes du magasin, non payées. Mon fils et sa femme ne volaient pas seulement de la nourriture, ils volaient tout. J'ai aussi trouvé des documents, des relevés bancaires qui montraient la vérité complète de leur situation financière. C'était pire que Michel ne l'avait admis, beaucoup pire. Il devait plus de 100 000 € entre cartes de crédit, prêts personnels et factures médicales. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de trouver un carnet. Un carnet avec l'écriture de Valérie. Il était caché parmi ses affaires personnelles, dans une boîte à chaussures au fond du placard. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. C'était comme un journal intime, mais pas de pensée intime. C'était un plan détaillé de comment obtenir de l'argent de moi. Il y avait des notes datant de plusieurs mois, d'avant qu'il ne m'invite à venir. Le vieux doit avoir des économies. Michel dit qu'il a toujours été doué pour gérer l'argent. Il faut découvrir combien et comment l'obtenir. Plan. L'inviter à rester avec nous. Le faire se sentir inclus, nécessaire, lui montrer à quel point notre situation est difficile. Utiliser la grossesse pour générer de la pitié. Michel est trop mou avec lui. Je dois être celle qui pousse. Il se sent coupable de demander de l'argent, mais c'est ridicule. C'est son père, c'est son obligation de nous aider. Si on peut obtenir les économies qu'il a, on peut couvrir les dettes les plus urgentes. Ensuite, on découvrira s'il a une propriété ou quelque chose d'autre de valeur en Provence. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le carnet. J'ai continué à lire. Chaque mot était comme un coup de poignard. Le problème, c'est que le vieux peut être têtu. Michel dit qu'il a de la fierté. Il faudra la briser. Lui faire voir que s'il ne nous aide pas, il perdra le contact avec son petit-fils. Ça le détruira. Une fois qu'on aura l'argent, on pourra commencer à prendre nos distances, dire qu'on a besoin de notre espace en tant que nouvelle famille. Michel protestera au début, mais il finira par comprendre. On ne peut pas avoir son père qui contrôle nos vies. Il y avait encore des pages et des pages de manipulation calculée, de mensonges planifiés, de comment utiliser mon amour de père contre moi. J'ai eu la nausée.
J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Quand j'ai levé les yeux de la cuvette, j'ai vu mon reflet dans le miroir, un vieil homme, avec des rides profondes, avec des mains déformées par le travail, avec des yeux fatigués. Un homme qui avait tout donné pour ses enfants. Et c'était le résultat. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, j'ai pris une grande respiration, et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse a commencé à se transformer. La douleur est devenue quelque chose de plus froid, plus clair. De la colère, mais pas une colère chaude, irrationnelle, une colère froide, calculée. Je me suis regardé à nouveau dans le miroir, et pour la première fois en quelques jours, j'ai souri. Il voulait jouer? Il voulait manipuler le vieux naïf? Mais ce qu'il ne savait pas, ce que Michel avait oublié parce qu'il était parti de la maison il y a si longtemps, c'est que son père n'avait pas survécu 40 ans à travailler, à traiter avec des créanciers, à négocier avec des patrons abusifs et à élever 3 enfants seuls en étant naïf. Je savais jouer à ces jeux et je les jouais beaucoup mieux que ces 2 gamins gâtés ne pouvaient l'imaginer. J'ai remis le carnet exactement où je l'avais trouvé. J'ai pris des photos avec mon téléphone des pages les plus incriminantes. J'ai aussi photographié les sacs de produits volés, les bijoux avec étiquette, toutes les preuves que j'avais trouvées. Puis je me suis assis dans le salon pour attendre leur retour. Quand ils sont arrivés, je les ai accueillis avec un sourire doux, fatigué de père. « Les enfants, il faut qu'on parle. » Michel s'est immédiatement tendu. Valérie a maintenu son masque de préoccupation. « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Dubois? Vous vous sentez bien? » « Non, je ne me sens pas bien. C'est juste que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à vous, au bébé, à votre situation. » Je les ai vus échanger un regard de triomphe mal dissimulé. Ils pensaient que ça avait marché, que ça... J'ai été égoïste, j'ai continué. Ma voix semblait brisée, vulnérable. Je jouais et je le faisais bien. J'ai pensé seulement à moi, à mon avenir, à mes peurs. Mais vous êtes ma famille, mon fils, mon petit-fils. Quel genre de père, quel genre de grand-père serais-je si je vous laissais souffrir quand je peux aider? J'ai vu les yeux de Valérie s'illuminer. Michel semblait soulagé mais aussi un peu mal à l'aise. Peut-être qu'il restait encore un peu de conscience en lui, juste un peu. « Papa, tu n'as pas besoin de... » Il a commencé à dire. « Si, je dois, mon fils. » J'ai avalé difficilement, faisant semblant que c'était difficile pour moi de continuer. C'est mon obligation, ma joie. Je veux vous donner mes économies. Je veux que vous les utilisiez pour le bébé, pour vous stabiliser. Valérie a presque sauté d'excitation, mais s'est contrôlée. Au lieu de cela, elle est venue vers moi et m'a serré dans ses bras. Une étreinte fausse, vide. « Monsieur Dubois, vous ne savez pas ce que ça signifie pour nous. Vous êtes un ange, une bénédiction. » Michel s'est approché aussi, a pris mes mains. « Papa, je promets qu'on te remboursera chaque euro dès que notre situation s'améliorera. Ne vous inquiétez pas de ça, mon fils. L'argent va et vient. La famille est pour toujours. » Les mots m'ont presque étouffé en les disant, sachant qu'ils étaient un mensonge, sachant ce qu'ils pensaient vraiment de moi. « Il y a juste un problème, » j'ai dit, feignant le regret. « Quoi ?» Valérie a demandé et j'ai remarqué une touche d'alarme dans sa voix. « L'argent est à Marseille, dans mon compte bancaire. Je ne peux pas le transférer d'ici parce que je n'ai pas apporté mon token de sécurité. Il faudrait que je retourne à la maison pour faire le transfert. » J'ai vu la déception sur leur visage. Valérie a récupéré sa contenance en premier. « Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de le faire pour vous, Monique ou Thomas ?» J'ai secoué la tête. « Seul moi peux accéder à ce compte. C'est un compte spécial que j'ai ouvert il y a des années. Même mes autres enfants ne sont pas au courant. » Et c'était vrai. J'avais appris après la mort de Marie à être prudent avec l'argent, à avoir des comptes que seul moi gérais. « Combien de temps ça vous prendrait d'y aller et de revenir ?» Michel a demandé. « Si je prends un train demain, je pourrais être de retour dans 3 ou 4 jours. Je ferai le transfert et reviendrai pour être là quand le bébé naîtra. » C'était un mensonge. Bien sûr, je ne prévoyais jamais de revenir, mais il n'avait pas besoin de le savoir encore.
Valérie et Michel se sont regardés. Je pouvais voir leur cerveau travailler, calculer. « D'accord, » Michel a dit finalement. « Mais reviens vite. »« Oui, vous allez nous manquer, » Valérie a dit. Plus de mensonges. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai réservé mon train. Je partais à 6 heures le lendemain matin. J'ai aussi fait autre chose. J'ai rédigé un email, un long email détaillé, attachant toutes les photos que j'avais prises. Photos des produits volés, des bijoux avec étiquette, des pages du carnet de Valérie. J'ai adressé l'email à la gestion de l'immeuble où il vivait. Je leur ai expliqué que mon fils et sa femme étaient impliqués dans des activités illégales, que j'avais des preuves de vol systématique et qu'en tant que personne de principe, je ne pouvais pas en conscience rester silencieux. Je leur ai demandé d'enquêter et, si nécessaire, de contacter les autorités. J'ai programmé l'email pour être envoyé automatiquement 24 heures après mon départ. Quand ils le recevraient, je serais déjà en sécurité à Marseille. J'ai aussi envoyé un email à Monique et Thomas. Je leur ai tout raconté, attaché les mêmes photos, expliqué la manipulation, le plan pour me prendre mon argent. Je leur ai dit que j'allais bien, que je rentrais à la maison, et que s'il vous plaît, ils n'essaient pas de contacter Michel, de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. À 4 heures du matin, je me suis levé silencieusement. Je me suis habillé, j'ai fait mes valises, j'ai écrit un mot, et je l'ai laissé sur la table de la cuisine. Le mot disait « Michel, j'ai mieux réfléchi. Je ne vais pas te donner mon argent. Pas pour que tu continues à voler, pas pour que tu continues à mentir. T'élever a été l'honneur de ma vie. Voir ce que tu es devenu est ma plus grande douleur. Cherche de l'aide, mon fils. Retrouve ta conscience. Avec amour et déception, ton père. » J'ai appelé un taxi qui m'attendait en bas. Je suis descendu avec ma valise, j'ai fermé la porte de l'appartement pour la dernière fois et je suis parti dans le taxi. Sur le chemin de la gare de Lyon, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon fils, j'ai pleuré pour les années perdues, j'ai pleuré pour les illusions brisées. Mais aussi, quelque part au sein de la douleur, je ressentais autre chose, la liberté. Je m'étais libéré. Je n'étais plus le père qui se sacrifiait jusqu'à se détruire. Je n'étais plus l'homme qui se laissait utiliser au nom de l'amour paternel. J'étais Robert Dubois, un homme de 68 ans qui choisissait enfin lui-même. Le trajet en TGV de retour à Marseille était long. J'ai eu beaucoup de temps pour penser, pour traiter, pour pleurer encore un peu, mais aussi pour planifier, parce que ce n'était pas fini. Je n'allais pas permettre à Michel et Valérie de s'en tirer comme ça, et je n'allais certainement pas leur permettre de penser qu'ils avaient gagné. Quand j'ai atterri à la gare Saint-Charles à Marseille, Monique et Thomas m'attendaient. Ils m'ont serré fort dans leurs bras. Monique pleurait. « Papa, on a lu ton email. On n'arrive pas à croire que Michel ait fait ça. On est sous le choc. » Thomas, mon fils cadet, avait l'air furieux. « Je vais l'appeler, je vais lui dire « Non », j'ai dit fermement, « tu ne vas rien faire. Je règle ça. Michel doit apprendre cette leçon tout seul. » Ils m'ont ramené à la maison, ma petite maison à Marseille. Quand j'ai ouvert la porte et que je suis entré, j'ai eu l'impression d'être parti pendant des années, au lieu d'1 semaine seulement. Tout était comme je l'avais laissé. Mes nouveaux outils électriques dans le coin, mes plantes sur le rebord de la fenêtre, des photos de mes enfants sur les murs, des photos de Michel quand il était enfant. Je devrais les enlever. Ou peut-être pas. Peut-être que je les laisserai comme un rappel. Cette nuit-là, seul dans mon lit, dans ma maison, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais 3 appels manqués de Michel et 2 SMS. « Papa, où es-tu ? Papa, j'ai trouvé ton mot. S'il te plaît, appelle-moi. On peut parler de ça ?» Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu de Paris. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé un message vocal. C'était une femme qui s'est identifiée comme la gestionnaire de l'immeuble où Michel vivait. Elle avait reçu mon email. Ils avaient enquêté dans l'appartement. Ils avaient trouvé exactement ce que j'avais documenté. Ils avaient contacté les magasins qui apparaissaient sur les étiquettes. Les magasins avaient examiné leurs images de vidéosurveillance. Ils avaient identifié Michel et Valérie. Ils avaient déposé plainte.
La femme m'a remercié pour mon honnêteté et m'a informé que, malheureusement, ils avaient dû procéder à une expulsion immédiate en raison d'activités illégales sur la propriété. J'ai raccroché le téléphone, je ne ressentais rien. Ou peut-être que je ressentais tout, c'était difficile à dire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Michel. Cette fois, j'ai répondu « Papa !» Sa voix semblait détruite. Il avait pleuré. « Papa, comment as-tu pu nous faire ça ?» Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé continuer. « À cause de toi, on a été expulsés. À cause de toi, les magasins ont déposé plainte. Je dois aller au tribunal. Je pourrais aller en prison. Valérie est détruite. Le stress affecte la grossesse. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils, à ton petit-fils ?» J'ai pris une grande respiration. « Michel, je ne t'ai rien fait. Tu t'es fait ça à toi-même. Tu as choisi de voler. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi, avec ta femme, de me manipuler et de m'utiliser. J'avais besoin d'aide. J'étais désespéré. Et je t'aurais aidé. Si tu avais été honnête, si tu étais venu vers moi avec la vérité comme un fils vers son père, nous aurions trouvé une solution ensemble. Mais tu ne voulais pas mon aide. Tu voulais mon argent sans avoir à répondre à personne. Tu voulais m'utiliser. Tu es mon père. Tu es censé me soutenir inconditionnellement. Ces mots m'ont fait mal, mais ils m'ont aussi donné de la clarté. Te soutenir? Oui. Te permettre de m'utiliser, de me manquer de respect, de commettre des crimes? Non. Je t'ai élevé mieux que ça, Michel. Et si tu as oublié les leçons, alors tu dois les réapprendre, même si c'est de la manière difficile. Je te déteste, il a dit. Sa voix était du pur venin. Tu as ruiné ma vie. Non, mon fils, tu as ruiné ta vie. J'ai juste refusé de faire partie de la destruction. Il a raccroché et il n'a plus appelé. Les semaines sont passées, puis les mois. Monique et Thomas me tenaient compagnie, me soutenaient. Ils étaient aussi blessés par les actions de leur frère, mais comprenaient ma décision. Un après-midi, 3 mois après mon retour de Paris, je faisais des travaux électriques dans mon garage, quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et j'ai eu une surprise. C'était ma tante Espérance, la sœur aînée de ma défunte femme Marie. Elle avait 82 ans, mais était toujours une femme imposante, avec un esprit vif. « Robert, il faut qu'on parle. » Elle est entrée sans attendre d'invitation. Elle s'est assise sur mon canapé. Je me suis assis en face d'elle, confus. « Tante Espérance, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien ?» C'est ce que je devrais te demander. J'ai entendu parler de Michel. Monique me l'a dit. J'ai soupiré. « Tante Espérance, si vous êtes venue me dire que j'ai été trop dur avec lui. » Au contraire, elle m'a interrompu. Je suis venu te dire que tu as fait ce qui était juste, et je suis venu te dire autre chose, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Elle a sorti une enveloppe de son sac, une enveloppe jaunâtre, ancienne. Quand Marie est morte, tout le monde pensait qu'elle n'avait laissé que des dettes. C'était vrai. Son entreprise a échoué. Mais ce que personne ne savait, ce qu'elle ne voulait pas te dire pour ne pas t'inquiéter, parce qu'elle pensait qu'elle allait résoudre le problème, c'est que son père, ton beau-père, lui avait laissé quelque chose en héritage des années auparavant. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quel genre d'héritage? Un terrain. Un grand terrain à la périphérie de Marseille, du côté d'Aubagne. À l'époque, ça ne valait pas grand-chose. C'était une zone rurale. C'est pourquoi Marie ne lui a jamais donné d'importance. Elle a utilisé les papiers de ce terrain comme garantie pour certains prêts. Mais comme les prêts étaient inférieurs à la valeur du terrain, elle ne l'a jamais perdu. Après sa mort, au milieu du chaos des dettes, ce terrain a été oublié. Les papiers étaient parmi ses affaires, mais personne ne les a cherchés. Je les ai trouvés quand j'ai aidé à nettoyer son bureau. Mais à ce moment-là, tu étais tellement submergé que je ne voulais pas ajouter plus de complications. J'ai gardé les papiers en pensant que je te les donnerais quand le moment serait venu. Tante Espérance, pourquoi jamais? Parce que tu étais jeune, Robert. Parce que tu avais 3 enfants à nourrir.
Je pensais que si tu savais pour ce terrain, tu essaierais de le vendre immédiatement pour des cacahuètes pour payer des dettes. Et je savais que cette zone allait se développer. Je le savais parce que mon mari travaillait dans l'urbanisme pour la ville. Il a vu les plans d'expansion, alors j'ai décidé de garder le secret, d'attendre que le terrain prenne de la valeur et de te le donner quand tu en aurais vraiment besoin. Elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété, des documents légaux, des papiers officiels. Ce terrain est maintenant dans l'une des zones les plus développées de Marseille. Ils ont construit des centres commerciaux, des résidences tout autour. Le terrain de Marie, qui fait 2 hectares, vaut maintenant une fortune. J'étais sans voix. Combien? J'ai demandé d'un filet de voix. Je l'ai fait évaluer le mois dernier, quand Monique m'a parlé de Michel et que j'ai réalisé que tu pourrais avoir besoin de ressources pour reconstruire ta vie. La valeur estimée est de 5 millions d'euros. Le monde s'est arrêté. 5 millions d'euros, ça ne pouvait pas être réel. Tant Espérance, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi, Robert. Ça a toujours été à toi. C'était à Marie. Et quand elle est morte, c'est passé à toi en tant que son mari. Voici tous les papiers. Ils sont à ton nom. Tu dois juste aller à la mairie pour les mettre à jour. J'ai pris les documents avec des mains tremblantes. Je les ai lus encore et encore. C'était réel. Tout était réel. J'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré que ma tante s'est levée et m'a serré dans ses bras. Pleure, mon garçon, pleure. Tout ce dont tu as besoin, tu le mérites. Après tout ce que tu as souffert, après tout ce que tu as travaillé, après tout ce que tu as donné, enfin l'univers te rend quelque chose. Cette nuit-là, après le départ de ma tante, je me suis assis sur mon lit avec les documents. J'ai pensé à Marie, à comment, même après la mort, elle prenait soin de moi, à comment elle avait tellement travaillé pour me laisser quelque chose, même si elle n'a pas vécu pour le voir porter ses fruits. « Merci, mon amour », j'ai murmuré à l'air. Merci de continuer à prendre soin de moi. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai embauché un avocat. Nous sommes allés à la mairie. Nous avons mis à jour toute la documentation. Tout était en ordre. Le terrain était légalement à moi. Les offres d'achat ont commencé à arriver. Des promoteurs immobiliers qui attendaient que ce terrain arrive sur le marché. Les offres étaient généreuses, très généreuses. Mais je n'étais pas pressé. Pour la première fois de ma vie, je pouvais prendre mon temps pour prendre des décisions. Un après-midi, 2 semaines après avoir reçu les actes, j'ai reçu un autre appel de Paris. Cette fois, c'était Valérie. Robert. Sa voix n'avait plus la fausse douceur d'avant. C'était de la pure desperation. Robert, s'il vous plaît, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à vous dire, Valérie. S'il vous plaît, c'est à propos de Michel. Il ne va pas bien depuis qu'ils ont déposé plainte, depuis qu'on a été expulsé. Il n'est plus le même. Il est déprimé, ne mange pas, ne dort pas. Il a eu un avocat commis d'office, mais ils disent qu'il ira probablement en prison. Il va rater la naissance de notre fils. Tout est détruit. Tout à cause de vous. Non, tout à cause de vos décisions. On avait besoin d'aide. Vous aviez de l'argent et vous avez refusé d'aider votre propre fils. Quelque chose en moi s'est brisé, pas de tristesse, mais de colère froide. Écoutez-moi bien, Valérie, j'ai lu votre carnet, je sais exactement ce que vous avez planifié. Je sais que vous m'avez invité à Paris spécifiquement pour me manipuler et prendre mon argent. Je connais chaque mensonge, chaque stratégie. Alors ne venez pas me dire que vous aviez besoin d'aide. Ce dont vous aviez besoin, c'était quelqu'un à tromper. Silence à l'autre bout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, ne m'insultez plus. J'ai pris des photos de tout, de votre carnet, des produits volés, de tout. Vous pensez vraiment que je suis aussi stupide? Robert, j'étais énervé quand j'ai écrit ça. Ce n'était pas sérieux. J'étais frustré. Vous avez gardé ce carnet. Vous l'avez mis à jour régulièrement. La dernière entrée était 2 jours avant mon départ. Ce n'était pas de la vieille frustration, c'était votre plan actuel. Je l'ai entendu commencer à pleurer. S'il vous plaît, Robert, je suis enceinte. Votre petit-fils est sur le point de naître. Vous voulez vraiment qu'il grandisse sans père parce que son père est en prison? Je n'ai pas mis son père en danger d'aller en prison. Il s'y est mis lui-même.
Et vous l'avez aidé, si seulement vous aviez été honnête. Si vous nous donniez l'argent, on pourrait payer un bon avocat, on pourrait faire un arrangement, on pourrait recommencer. Voilà la vraie raison de l'appel. Il voulait toujours mon argent. Non, j'ai dit simplement. Juste non. Vous ne vous souciez pas de votre petit-fils ? Je me soucierai de mon petit-fils quand il aura une mère qui n'est pas une manipulatrice et un père qui n'est pas un voleur. Jusque-là, ce bébé est mieux sans mon influence dans sa vie. Vous êtes un vieil homme amer et cruel. Michel avait raison. Vous êtes égoïste. Vous avez toujours été égoïste. Ces mots, venant d'une femme qui avait planifié de tromper son beau-père, qui avait manipulé son mari pour voler, auraient été comiques s'ils n'étaient pas si tristes. Valérie, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous et Michel apprendrez de cela. J'espère que vous retrouverez votre chemin vers la décence, mais je ne ferai pas partie de vos vies jusqu'à ce que cela arrive. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai aussi bloqué le numéro de Michel. S'il voulait me contacter, il devrait le faire par Monique ou Thomas. Et j'avais bien fait comprendre à mes autres enfants de ne me transmettre aucun message à moins que ce ne soit une vraie urgence. Les mois suivants ont été transformateurs. J'ai finalement vendu le terrain, pas au plus offrant, mais à un promoteur dont le projet m'a plu parce qu'il incluait des logements sociaux en plus des zones commerciales. Je voulais que l'héritage de Marie aide des familles comme la nôtre avait été. La vente s'est conclue pour 4,8 millions d'euros, un peu moins que l'évaluation la plus élevée, mais j'étais en paix avec la décision. Avec cet argent, ma vie a complètement changé. La première chose que j'ai faite a été de m'acheter une nouvelle maison. Pas grande, pas ostentatoire, mais confortable, moderne, avec un beau jardin dans un quartier tranquille de Marseille. J'ai aussi acheté une maison pour Monique, qui payait un loyer avec sa famille, et j'ai aidé Thomas avec l'apport pour son premier appartement. Tous deux ont protesté, ont dit que c'était trop, mais j'ai insisté. Ils avaient toujours été là pour moi. Ils le méritaient. J'ai placé une bonne somme dans des investissements sûrs qui me donnaient un revenu mensuel, assez pour vivre confortablement sans avoir à travailler jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Bien que je n'ai pas complètement arrêté de travailler, j'ai découvert que j'aimais ça quand c'était pour le plaisir et non par nécessité. J'ai fait des dons d'argent à mon église de quartier, à un refuge pour femmes et à une organisation qui aidait les pères célibataires. Je voulais que ma bonne fortune aide d'autres personnes qui, comme moi, avaient lutté seules. Je me suis aussi offert des luxes pour la première fois de ma vie. J'ai acheté de nouveaux vêtements. J'ai reçu un traitement pour mes mains. Je ne pouvais pas inverser tous les dommages des années de travail, mais au moins ça a réduit la douleur. J'ai commencé à prendre des cours de menuiserie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps de faire. J'ai découvert que j'étais doué pour ça. Mes projets ne gagneraient pas de prix, mais ils me rendaient heureux, et c'était suffisant. J'ai voyagé. Je suis allé à Lyon, à Bordeaux, en Corse, des endroits dans mon propre pays que je n'avais jamais eu l'occasion de voir. Monique m'a accompagné dans certains voyages. C'était les meilleurs moments de ma vie. 6 mois après la vente du terrain, Monique a reçu un message de Michel. Le bébé était né, un garçon. Il l'avait nommé Robert, d'après moi et son grand-père. L'ironie ne m'a pas échappé. Michel a envoyé une photo à Monique. Le bébé était magnifique, potelé avec beaucoup de cheveux noirs. Il ressemblait à Michel quand il était né. Quelque chose a bougé dans mon cœur quand j'ai vu cette photo. De l'amour? Oui, mais aussi de la tristesse. Tristesse pour tout ce qui avait été perdu, pour la relation qui aurait pu être. Michel a écrit à Monique que le procès était terminé. Comme c'était sa première infraction et parce qu'il avait rendu certains des articles volés, ils lui ont donné une mise à l'épreuve au lieu de la prison. Il devrait faire du service communautaire et payer des amendes, mais il n'irait pas en prison. J'étais content de ça, pas pour lui, mais pour le bébé. Cet enfant méritait d'avoir son père, même si ce père avait beaucoup de travail à faire sur lui-même. Monique a demandé si je voulais qu'elle transmette un message à Michel. J'ai beaucoup réfléchi. Finalement, je lui ai dit « Dis-lui que je l'aime,
que je l'aimerai toujours, mais que l'amour ne signifie pas me permettre d'être manqué de respect. Quand il sera prêt pour de vraies excuses, pour un vrai changement, ma porte sera ouverte, mais pas avant. Je ne sais pas si Monique a transmis le message. Michel n'a pas répondu, et j'étais d'accord avec ça. 1 an après mon retour de Paris, j'étais dans mon atelier, en train de travailler sur une armoire. C'était un bel après-midi. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en orange et rose. J'ai entendu la sonnette. J'ai posé mes outils, et je suis allé répondre. C'était une jeune femme, peut-être environ 30 ans. Elle portait un bébé dans ses bras. Il m'a fallu 1 seconde pour la reconnaître des quelques appels vidéo que nous avions eus. Valérie. Et le bébé devait être Robert, mon petit-fils. « Bonjour, monsieur Dubois », elle a dit doucement. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix, juste de l'épuisement. « Bonjour, Valérie ». Je n'ai pas ouvert la porte complètement. Je suis resté dans l'embrasure. « Je peux entrer? On peut parler? Où est Michel ?» À Paris, je suis revenu dans ma région natale avec le bébé. On s'est séparés. Ça m'a surpris. Vous vous êtes séparés? Oui. Après tout ce qui s'est passé, après le procès, la perte de l'appartement, les dettes, on a commencé à se blâmer mutuellement. La relation est devenue toxique. J'ai décidé de recommencer. Mais j'avais besoin de vous voir. J'ai hésité. Chaque instinct me disait de fermer la porte, de ne pas permettre à cette femme qui avait si froidement planifié de me manipuler d'entrer dans ma nouvelle vie, mon espace de paix. Mais ensuite, j'ai regardé le bébé, le petit Robert, mon petit-fils, qui n'était coupable de rien de tout ça. J'ai ouvert la porte. Entrez. Je les ai conduits au salon. Valérie a regardé autour et j'ai vu la surprise sur son visage. Ce n'était pas la maison d'un pauvre électricien. « Belle maison », elle a dit. « Merci. De quoi avez-vous besoin, Valérie ?» Elle s'est assise. Le bébé a commencé à faire de petits bruits. Elle l'a bercé automatiquement. « Je suis venu m'excuser », elle a dit finalement. « Je suis venu vous dire que vous aviez raison sur tout. » Je l'ai regardé silencieusement, attendant. Quand je vous ai rencontré, Michel avait tellement parlé de vous, de comment vous aviez tout sacrifié pour vos enfants, comment vous aviez travaillé jusqu'à détruire votre santé pour leur donner une éducation. Et moi, au lieu de vous admirer, je vous ai vu comme une opportunité, comme quelqu'un qu'on pouvait utiliser. Elle a fait une pause. Le bébé a commencé à pleurer doucement. Elle a sorti un biberon de son sac et a commencé à le nourrir. J'ai grandi dans une famille où l'argent était tout. Mes parents se battaient constamment pour l'argent, ont divorcé à cause de l'argent. J'ai appris dès mon jeune âge que l'argent était plus important que les relations, que la loyauté, que l'amour. Et quand Michel et moi avons commencé à avoir des problèmes financiers, j'ai paniqué. J'ai fait ce que j'ai toujours vu faire dans ma famille, chercher ou obtenir de l'argent sans se soucier de comment. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'ai convaincu Michel que voler était acceptable si c'était par nécessité. Je lui ai enlevé ses scrupules. C'est moi qui ai commencé avec les petits vols, et ensuite il m'a suivi. C'est moi qui ai fait le plan pour obtenir de l'argent de vous. C'était toute mon idée. Michel est un adulte, j'ai dit fermement. Il a pris ses propres décisions. Oui, mais je l'ai poussé. Et maintenant, après avoir tout perdu, après que notre relation ait été détruite, après être seul avec un bébé dans une ville où je n'ai personne, maintenant je comprends le prix de mes décisions. Elle a regardé le bébé dans ses bras. Le petit Robert est ma responsabilité maintenant, la mienne seule, et j'ai tellement peur. Peur de ne pas être assez, peur d'échouer en tant que mère. Et j'ai pensé à vous. Comment vous avez élevé 3 enfants seuls, comment vous avez survécu, comment vous avez continué. Et j'ai réalisé que j'ai rejeté et essayé d'utiliser la personne qui aurait pu m'apprendre le plus, qui aurait pu vraiment m'aider. Et donc qu'est-ce que vous voulez, Valérie ? J'ai demandé. J'avais besoin de savoir si c'était de la manipulation à nouveau ou si c'était réel. Je ne veux pas votre argent, elle a dit, comme si elle avait lu dans mes pensées.
Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit de matériel. Je suis venu m'excuser sincèrement et je suis venu demander si un jour, quand le petit Robert sera plus grand, il pourra rencontrer son grand-père. Parce que malgré tout, malgré à quel point j'ai été horrible avec vous, vous êtes son grand-père. Et il mérite de connaître un homme fort, un homme qui a tout surmonté. J'ai regardé le petit Robert. J'ai senti quelque chose s'adoucir dans ma poitrine. « Où allez-vous vivre ?» j'ai demandé. « J'ai une cousine ici à Marseille. Elle va me laisser rester chez elle pendant un moment pendant que je cherche du travail. Mon diplôme doit être validé ici, alors je devrais probablement commencer par le bas, mais je suis prête. » J'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas vu avant. Sincérité, détermination. Peut-être que c'était réel, ou peut-être que j'étais trompé à nouveau. Mais j'ai décidé de lui donner une chance, pas pour elle, pour le bébé. D'accord, j'ai dit finalement. Vous pouvez amener Robert me rendre visite une fois par semaine, les mardis après-midi. On peut prendre un café. Vous pouvez me dire comment ça se passe, et je peux apprendre à connaître mon petit-fils. Valérie s'est mise à pleurer pour de vrai maintenant. Merci, merci Robert, je ne mérite pas votre gentillesse. Vous avez raison, vous ne la méritez pas. Mais Robert la mérite. Et je serai dans sa vie pour lui, pas pour vous. Compris? Compris. Et ainsi, une routine a commencé. Chaque mardi, Valérie venait avec le bébé. Au début, c'était inconfortable, forcé. Mais avec le temps, on a commencé à vraiment parler. Elle me racontait les difficultés à trouver du travail, à s'adapter à être une mère célibataire. Je lui donnais des conseils, partageais mon expérience. Nous ne sommes pas devenus amis, nous ne le serions probablement jamais, mais nous avons développé un respect mutuel, et je suis tombé amoureux de mon petit-fils. Le petit Robert était un bébé heureux. Chaque mardi, j'attendais sa visite avec impatience. Je lui achetais des jouets, des vêtements, non pas parce que Valérie le demandait, mais parce que je le voulais. Valérie a finalement trouvé du travail dans un café. Ce n'était pas ce qu'elle avait étudié, mais ça payait les factures. Elle travaillait dur. Je l'ai regardée se transformer de la femme manipulatrice que j'avais rencontrée à Paris en quelqu'un de plus humble, de plus réel. Un mardi, 6 mois après le début des visites, Valérie est arrivée avec des nouvelles. « Michel veut vous parler », elle a dit. « Il m'a contacté, il est en thérapie, il dit qu'il travaille sur lui-même, il veut s'excuser auprès de vous. Il a demandé si je pouvais lui donner votre numéro. » J'ai réfléchi. « Je ne suis pas encore prêt, » j'ai admis honnêtement. « Peut-être un jour, mais pas maintenant. » Elle a hoché la tête. « Je lui dirai. Je voulais aussi dire, il a commencé à nous envoyer de l'argent. Pas beaucoup, mais quelque chose pour Robert. Il remplit sa responsabilité de père, au moins financièrement. » J'étais content d'entendre ça. Peut-être qu'il y avait de l'espoir pour Michel après tout. 2 ans sont passés. 2 ans de mardi avec mon petit-fils, de le regarder grandir, faire ses premiers pas, dire ses premiers mots. Un de ses premiers mots était « papy ». J'ai fondu. Valérie a progressé aussi. Elle a obtenu un meilleur emploi. Elle construisait une vie pour elle et Robert. Elle ne vivait plus chez sa cousine. Elle avait loué un petit appartement, mais c'était le sien. Un mardi après-midi, après que le petit Robert se soit endormi sur mon canapé, Valérie et moi prenions un café dans le jardin. « Robert, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Elle avait l'air sérieuse. « Quoi ? Michel vient à Marseille le mois prochain. Il veut voir Robert, et il veut vous voir aussi. Il dit qu'il est prêt, qu'il a travaillé sur lui-même et veut faire la paix. » Mon cœur s'est emballé. 2 ans. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas vu mon fils. Je ne sais pas si je suis prêt, j'ai admis. Je comprends, et je lui dirai non si c'est ce que vous voulez. Mais Robert, j'ai vu votre douleur tout ce temps. Chaque fois que vous regardez le petit Robert, je vois de l'amour, mais aussi de la tristesse. Peut-être qu'il est temps de guérir ça. Ces mots ont résonné en moi. Cette nuit-là, seul, j'ai prié pour la sagesse. Était-ce le moment au moins d'écouter? J'ai dit oui à Valérie. Michel pouvait venir chez moi. Le jour est arrivé.
C'était un samedi matin. J'ai entendu la sonnette à exactement 10 heures. J'ai pris une grande respiration et j'ai ouvert la porte. Là se tenait mon fils, Michel. Mais ce n'était pas le Michel que j'avais laissé à Paris. Ce Michel était plus mince, avait plus de cheveux gris. Mais ses yeux étaient différents. Il n'y avait plus cette dureté, ce désespoir. Il y avait quelque chose de plus doux, de plus humble. « Salut, papa !» Sa voix s'est brisée quand il l'a dit. « Salut, mon fils !» Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Le silence était épais. Finalement, Michel a parlé. « Papa, je ne sais pas par où commencer. »« Commence par le début, » j'ai dit. Et il l'a fait. Il m'a tout raconté. Comment la pression de réussir, de prouver au monde qu'il avait réussi, l'avait consumé. Comment, quand les problèmes financiers ont commencé, il a paniqué. Comment Valérie a suggéré le premier petit vol et lui, au lieu de l'arrêter, l'a suivi. Comment chaque vol est devenu plus facile. Quand j'ai trouvé ton mot, il a dit avec des larmes dans les yeux, quand j'ai réalisé que tu savais tout, j'ai ressenti du soulagement. Je te jure, papa, une partie de moi a ressenti du soulagement parce que je n'avais plus à continuer à mentir, mais ensuite est venue la colère, parce que faire face aux conséquences était terrifiant. Alors je t'ai blâmé. Je t'ai fait le méchant de mon histoire pour ne pas avoir à me voir comme le méchant de la mienne. Il a pleuré. Mon fils de 37 ans a pleuré comme quand il était enfant. Le procès a été humiliant. Le service communautaire a été dur. Perdre Valérie a été douloureux. Mais le pire, papa, le pire a été de réaliser ce que j'étais devenu, ce que j'avais transformé les valeurs que toi et maman m'aviez enseignées. Il a essuyé ses larmes. J'ai commencé la thérapie d'abord parce que c'était requis par la mise à l'épreuve, mais ensuite parce que j'avais vraiment besoin de comprendre ce qui m'était arrivé. Et qu'as-tu découvert ? J'ai demandé doucement. Que j'ai passé tellement de temps à essayer de ne pas être comme maman, à essayer de ne pas échouer comme elle l'avait fait, que j'ai oublié les choses dans lesquelles elle avait réussi. Elle était honnête, elle était aimante, elle était une bonne mère. Oui, elle avait des problèmes financiers, mais elle n'a jamais perdu son intégrité. Et moi, dans mon arrogance, je pensais que réussir financièrement était plus important qu'être une bonne personne. J'avais tort, papa, j'avais tellement tort. Je l'ai écouté. J'ai écouté chaque mot et j'ai ressenti quelque chose. J'ai senti qu'il était honnête, que ce regret était réel. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Michel ?»« Le pardon, » il a dit simplement. « Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais quand même, je demande ton pardon. Et si tu ne peux pas me le donner aujourd'hui, je comprends. J'attendrai. » Je suis resté silencieux pendant un long moment. « Michel, ce que tu m'as fait plus mal que tout ce que j'ai jamais vécu, même plus que de perdre ta mère. Parce que ta mère est morte, elle n'a pas choisi de me quitter. Toi, tu as choisi de me trahir. » Il a hoché la tête, acceptant chaque mot. Mais j'ai continué, et j'ai vu l'espoir briller dans ses yeux. Je te connais aussi. Je t'ai porté dans ta mère. Je sais qui tu es au fond. Ce que tu as fait était mal, mais les conséquences que tu as affrontées étaient justes. Notre relation ne sera jamais ce qu'elle était. Cette confiance aveugle est perdue pour toujours. J'ai vu la douleur dans ses yeux. Mais, j'ai dit, et j'ai vu l'espoir s'allumer. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus réel, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Je te donne la chance de prouver que le changement que tu dis avoir fait est réel, pas avec des mots, mais avec des actions, avec le temps. Je le ferai, papa. Je promets. Ne me promets pas. Promets-toi à toi-même. Promets d'être l'homme dont ton fils a besoin que tu sois. Ce jour-là, nous ne nous sommes pas serrés dans les bras avec des larmes dramatiques et un pardon instantané. Mais nous avons pris un café ensemble. Nous avons parlé, et quand il est parti, nous avons convenu qu'il reviendrait la semaine suivante. Les mois suivants, Michel a tenu parole. Il venait chaque semaine, toujours respectueux.
Nous avons commencé à nous connaître à nouveau, comme deux adultes essayant de construire une relation saine. Je lui ai parlé du terrain, de l'héritage de sa mère, j'ai vu la surprise sur son visage, mais pas l'avidité. Il n'a rien demandé. Il a juste dit « Je suis content, papa, tu le mérites. Maman serait heureuse de savoir que tu vis enfin bien. » Et il l'a dit avec sincérité. Ça m'en a dit plus que 1000 excuses. 1 an après cette première conversation, Michel a trouvé un emploi à Marseille. Il a décidé de revenir. Il voulait être proche de son fils. Il voulait reconstruire cette relation aussi. Valérie et Michel ne sont pas revenus ensemble en tant que couple, mais ils ont appris à être des parents présents, à mettre Robert en premier. Michel a loué un petit appartement, travaillé dur, payé ses dettes petit à petit, et très lentement, j'ai recommencé à lui faire confiance. Aujourd'hui, 3 ans après tout ce qui s'est passé, je suis assis dans mon jardin. C'est mardi. Robert, qui a presque 4 ans maintenant, joue avec ses petites voitures sur l'herbe. Valérie est à l'intérieur en train de préparer du café. Michel est en route. Il vient dîner. Les mardis sont devenus notre jour de famille. Nous ne sommes pas une famille traditionnelle. Nous sommes compliqués, rapiécés par endroits, mais nous sommes réels. Et il y a de l'amour, un amour plus mature. Je regarde mon petit-fils et je souris. Il est ma joie. Je regarde ma maison, ma vie confortable. Je pense au terrain de Marie, à comment elle a pris soin de moi. Je pense à tout le parcours, à l'homme que j'étais, travaillant jusqu'à saigner. À l'homme qui a découvert la trahison la plus douloureuse, à l'homme qui a choisi sa dignité plutôt que la manipulation. Et à l'homme que je suis maintenant, un homme qui a appris que le véritable amour inclut des limites, que le pardon ne signifie pas oublier, que la famille n'est pas parfaite, mais qu'elle peut être guérie. Le petit Robert court vers moi. « Papy, regarde ma voiture. C'est une voiture rouge. » Je me penche, même si mes genoux se plaignent un peu, et j'admire son trésor. Elle est magnifique, mon amour. Je le serre dans mes bras. Il sent le savon pour bébé et les biscuits. Il sent les secondes chances. J'entends une voiture. C'est Michel. Il sort et marche vers nous. « Salut, papa. Salut, mon fils. » Cette fois, quand il me serre dans ses bras, je lui rends l'étreinte avec paix, avec un pardon mérité. Valérie sort avec le café. Nous nous asseyons tous les 4 dans le jardin. Nous rions de quelque chose que le petit dit. Et en ce moment, je suis heureux. Près de mes 71 ans, je sens que mon histoire peut donner de la force à d'autres personnes. Je veux leur dire qu'il est acceptable de dire non. Aimer vos enfants ne signifie pas vous détruire pour eux. Aimer votre famille ne signifie pas leur permettre de vous manquer de respect. Vous pouvez guérir. Vous pouvez reconstruire. Vous pouvez vous choisir. Quand vous établissez enfin des limites, vous pourriez perdre certaines personnes, mais les personnes que vous perdez sont celles qui ne vous ont jamais vraiment valorisé. L'espace qu'elles laissent permet aux bonnes personnes d'entrer ou permet aux mauvaises personnes de devenir bonnes grâce à la croissance. Le soleil commence à se coucher. Demain, je travaillerai sur une nouvelle armoire. Je capturerai ce moment, ce coucher de soleil, cette paix. Que feriez-vous à ma place si vous découvriez que la personne pour qui vous avez tout sacrifié vous avait trahi? Auriez-vous la force de dire non? Je l'ai fait, et ça a tout changé. Commentez ci-dessous ce que vous feriez. Commentez de quelle ville vous regardez. Faites-moi savoir si mon histoire a résonné en vous, car ces leçons doivent être partagées pour que d'autres pères sachent qu'ils ne sont pas seuls. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires sur la vie, la famille et les leçons qui nous façonnent. Votre soutien aide ces messages importants à atteindre plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Je suis Robert Dubois, j'ai 71 ans et c'est mon histoire de trahison, de limite, de pardon et de renaissance. S'aimer soi-même n'est pas égoïste, c'est de la sagesse. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer.